Donc débuter ce dernier temps de la matinée qui va être consacré aux enjeux actuels du métavers pour la culture. Alors rien que le titre pourrait donner lieu à plusieurs journées de discussion. Le choix qui a été fait aujourd'hui est de l'aborder selon deux axes et deux études de cas. Et en particulier deux projets qui ont été développés et qui sont en cours de développement, qui débutent. Nos deux intervenants vont vous les présenter. Dans le cadre du programme et équipement prioritaire, donc PEPR ICAR, donc qui est un programme dont l'objectif est d'accompagner par la recherche les filières des industries culturelles et créatives. C'est un projet qui s'inscrit dans les stratégies d'accélération de l'État qui a confié au CNRS le pilotage de ce programme. Qui va s'étendre sur 4 ans. Il a débuté cette année et il va s'étendre jusqu'en 2030. Il est placé sous la direction de 2 directeurs de recherche du CNRS, Solveig Serre et David Cœur-Joly. Et parmi les différentes actions, 6 projets ciblés sont en cours de développement, dont 2 ont des liens très forts avec les métavers. Et c'est ces 2 projets qui vont vous être présentés tout de suite et qui vont donner lieu aux échanges. Il y a également un ICAR Lab qui regroupe un certain nombre de thématiques, de secteurs thématiques, audiovisuel, musique, édition, art visuel, et un secteur musée et patrimoine auquel je contribue. On est 3 facilitateurs sur ce secteur et qui donne lieu à des journées d'accélération. Donc on pourra aussi vous transmettre, il va y avoir un certain nombre de journées d'accélération qui vont être liées au projet ou au secteur thématique qui pourront vous être transmis et auxquels vous pouvez évidemment participer. L'enjeu est effectivement d'accompagner la transformation et l'adaptation de ces secteurs. Notre premier intervenant, Yann Coelho, est professeur en psychologie cognitive et en neuropsychologie à l'Université de Lille. Son travail de recherche, développé dans un contexte interdisciplinaire et en relation avec les entreprises des industries culturelles et créatives, l'a amené à créer la Fédération de recherche des sciences et cultures du visuel, qu'il dirige. Et il est en charge du projet Comet, dans le cadre du PEPR ICAR que je viens de vous présenter en quelques mots. Et c'est par la présentation de ce projet que on va commencer à aborder ces questions sur les enjeux du métavers de la culture. Yann ? Merci. Voilà, donc l'idée, je voulais vous présenter les travaux qu'on développe au sein de cette fédération rapidement, et puis de montrer le lien qu'il y a avec ce PEPR ICAR qui est en train de se lancer. Donc je suis co-responsable d'un projet qui s'appelle Comet, qui signifie donc conception et usage des univers métaversiques, enjeux scientifiques et technologiques. On va voir si on y arrive. Donc la fédération de recherche, c'est quelque chose de tout à fait innovant qu'on a créé à Lille, qui s'appelle donc Sciences et culture du visuel, qui a été labellisé par le CNRS en 2021 et qui a cette originalité de regrouper des chercheurs au sein d'un écosystème. Autrement dit, on est sorti de l'université pour s'implanter dans un écosystème qui s'appelle Pleine Image et qui regroupe 150 entreprises des industries créatives et culturelles. J'espère qu'il n'y a personne qui est épileptique dans la salle. Et donc on a pu s'installer dans cette ancienne entreprise qui était l'entreprise Vanoutриve, qui était un des fleurons du textile dans le nord de la France à la fin du 19e siècle. Bon, je vais passer rapidement. Alors l'originalité, c'est qu'on a réussi sur cette plateforme de recherche dédiée aux industries créatives et culturelles à regrouper 3 compétences principalement. Une qui est l'histoire, l'archéologie et puis l'histoire de l'art, avec le laboratoire IRIS, une UMR CNRS, une deuxième UNR CNRS qui est autour de la psychologie et des neurosciences, Scalab, et puis une troisième UMR qui est en informatique, intelligence artificielle, traitement du signal. Et donc l'idée de cet espace, c'est vraiment de créer de la recherche dans le domaine de l'interdisciplinarité, c'est-à-dire qu'on fait des choses qui permettent de mettre en relation ces compétences, ancrées dans les technologies numériques et principalement immersives, et puis bien évidemment en lien avec les industries créatives et culturelles. Alors c'est un espace qui est très interconnecté, puisque à la fois on est sur un site d'excellence qui s'appelle Pleine Image. En même temps, on est dans une infrastructure de recherche, puisqu'on fait partie de l'équipe Ex Continuum et on est en relation aussi avec l'infrastructure Humanum. On est en interaction avec les écoles, notamment les écoles d'art comme le Frénois. Et puis on a tout un volet valorisation avec notamment l'ASAT, le CNRS Innovation, etc. Bon.
Alors, trois domaines d'activité principaux. Le premier, c'est tout ce qui est autour de la restitution du patrimoine culturel qui est soit dégradé, soit qui est inexistant, qui a disparu, et pour lequel on essaye de faire des reconstitutions au niveau modélisation 3D. Le deuxième projet qui est autour plutôt de la restitution numérique de sites anciens. Là, il s'agit, vous le voyez, dans un autre dispositif de réalité virtuelle qui est un dispositif assez innovant parce qu'en fait, c'est comme un cave mais qui est courbe dans toutes ses dimensions de l'espace. Il n'y a aucun angle et donc on a une immersion qui est supérieure aux caves traditionnelles qu'on peut avoir. Ici, il s'agissait de la reconstitution de la tombe étrusque qui est dans le nord de l'Italie, qui date du 5e siècle avant Jésus-Christ. Et puis le troisième volet, c'est la conception d'interactions via des avatars, où on s'intéresse aussi à l'enregistrement par motion capture de choses qui relèvent du patrimoine culturel. Vous avez ici une partition chorégraphique qui représente en fait un traité, qui est le traité Beauchamp-Feuillet, qui date du XVIIe siècle, et pour lequel on essaye de comprendre quelles étaient les significations de ces écritures en utilisant l'intelligence artificielle, de telle manière à pouvoir les restituer. Vous voyez qu'on a une première démonstration qu'on a réussi à obtenir il y a pas longtemps, et qui nous a permis d'avoir une première forme de représentation de ces danses du XVIIe siècle telles qu'elles étaient écrites à l'époque. Bon, puis le dernier volet, c'est un volet qui est art numérique, qui lui permet d'interagir avec des artistes pour créer des œuvres en mettant les chercheurs et les artistes en relation. Voilà. Alors le deuxième aspect, c'est l'aspect analyse comportementale. Je ne vais pas trop prendre de temps là-dessus, mais on a aussi tout un ensemble de dispositifs qui permettent d'enregistrer les comportements des participants qui viennent tester ces modèles d'immersion ou ces environnements virtuels. Et vous voyez, soit avec des casques immersifs, on a aussi des casques d'enregistrement de l'activité cérébrale, des oculomètres et des dispositifs d'enregistrement des réponses émotionnelles. Et là, vous avez un projet qui est assez particulier, qui est un projet qui intéresse un chercheur et un artiste. Et l'idée, c'est de créer des objets qui n'existent pas en réalité virtuelle, de telle manière à tester comment les gens s'approprient, construisent des connaissances sur les objets. Et donc, on a ici tout l'aspect créatif de l'artiste qui nous a aidé à construire ce projet. Après, on a des dispositifs innovants. Le premier, c'est donc le dispositif qu'on appelle Tor, qui est ce fameux dispositif de réalité virtuelle qui nous sert aussi à faire des installations utilisées par les artistes. Le deuxième volet qu'on a, c'est un système d'immersion en réalité virtuelle avec un double point de vue. C'est ce que vous voyez à gauche là-bas, quand c'est présent, où vous avez en même temps deux dispositifs de réalité virtuelle qui sont combinés, qui permettent à deux personnes de pouvoir interagir. Et puis des dispositifs d'exploration. Voilà. Alors sur la question du projet Comet, très rapidement, donc c'est un projet dont l'objectif est d'essayer de s'appuyer sur ces technologies innovantes pour pouvoir développer des nouvelles connaissances sur la conception et usage des univers métaversiques, avec un volet qui est à la fois technologique et scientifique. Donc il fait partie de ce plus gros projet qui a été évoqué, qui est le projet ICAR, où vous avez trois grandes opérations, et c'est ça qu'il faut essayer de suivre dans les années qui viennent. Vous avez d'abord un ICC Lab qui a déjà lancé un appel à projet qui est en cours actuellement et pour lequel vous pouvez répondre jusqu'à mi-janvier, il me semble. Vous avez des projets ciblés, donc celui que je présente ici, qui est Comet, en fait partie. Il va y avoir tout un ensemble d'appels à projets aussi qui le concernent. Et puis il y aura un appel plus ambitieux proposé par l'ANR, là qui sera pour des projets qui seront plus importants. Alors Comet, qu'est-ce que c'est? Ce sont des univers métaversiques pour permettre aux utilisateurs de se connecter, d'interagir et de créer de manière collective dans des environnements virtuels immersifs, transcendant les limitations de l'espace physique et permettant des expériences multisensorielles et multimodales augmentées. Pour représenter, donc ça constitue une évolution prometteuse pour l'avenir de la connectivité numérique et la façon dont nous travaillons, apprenons, socialisons et vivons nos vies en ligne. Et dans ce contexte, le projet ciblé Comet vise à favoriser les avancées scientifiques et technologiques en soutenant les recherches en sciences informatiques et en SHS au contact des artistes et en interaction avec les industries créatives et culturelles. Alors je ne vais pas prendre trop de temps, on pourra en discuter si ça vous êtes intéressé, mais on a plusieurs volets en fait dans ce projet. Un, essayer de perfectionner les technologies. Deux, produire des contenus qui soient le plus réalistes et qui permettent des expériences sensorielles complètes, développer des systèmes d'interaction qui soient innovants, périphériques de contrôle, des commandes vocales, capture de mouvements, réponses physiologiques.
Et puis, créer des situations sociales. On s'intéresse beaucoup à la question des agents sociaux virtuels, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut interagir de manière sociale à l'intérieur de ces espaces. Et bien sûr, il y a deux aspects importants. Premièrement, c'est étudier les effets comportementaux que ça peut avoir sur les individus. Et puis, deuxièmement, investir les questions de réglementation, les questions d'éthique et les questions de droit qui sont bien évidemment deviennent très importants lorsqu'on s'intéresse à ces univers métaversiques. Donc tout un ensemble d'opérations, des appels à projets, des financements de thèses et puis des résidences d'artistes pour ceux que ça pourrait intéresser. Et puis juste un petit, pour vous donner un peu l'idée de ce qu'on essaye de créer sur cette plateforme, c'est un projet ici, c'est un projet de démocratisation des affichages immersifs qui est porté par Florent Berthaud, qui est dans le laboratoire Cristal, où il s'agit d'essayer de résoudre des problèmes d'interopérabilité, connecter des systèmes pour favoriser la créativité. Et vous avez ici la première démonstration qu'ils ont pu faire dans le Tor, où vous avez un artiste qui va créer à la fois un contenu visuel et un contenu sonore, et un deuxième personne qui est capable de le visualiser à distance. Donc ici, ils sont réunis dans la même pièce, mais on pourrait très bien imaginer un artiste qui crée une œuvre ici, en réalité virtuelle, et qui soit projetée dans un autre espace immersif. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, juste pour vous signaler qu'on lance ce projet Comet le 17 janvier, que vous êtes tous conviés à vous joindre à cet événement qui sera important, qui sera à Lille, donc sur le site de la Pleine Image. Et on aura l'occasion de faire notre premier concert de musique dans le métaverse à cette occasion. Et donc voilà, vous êtes tous les bienvenus si vous êtes intéressés. Merci. Et désolé pour l'aspect flash. Merci beaucoup. Parmi les questions qui se poseront probablement sera celle de l'interopérabilité justement avec le métavers des musées, qui sait. En tout cas, c'est ces enjeux qui font partie de ces problématiques. Jaircio da Silva, vous êtes docteur en sciences de l'information et de la communication, maître de conférences et chercheur à la chaire Pluralisme culturel et éthique du numérique à Paris Panthéon-Sorbonne. Vos recherches portent sur les transformations induites par les technologies immersives, décentralisées et génératives. Et l'objectif ce matin est de nous en dire un peu plus sur l'autre projet, le projet Styx. Mais je vous laisse la parole. Merci. Bonjour. Donc, le projet Styx, c'est un projet ciblé comme le projet Comet. Mais notre intérêt, c'est plutôt de comprendre le développement du métavers du point de vue socio-économique, et donc comment on construit ou non une nouvelle filière en fait des industries culturelles, et quels sont justement les enjeux professionnels pour produire ce contenu-là, mais aussi les enjeux économiques pour créer un modèle économique qui soit aussi viable. Alors, c'est vrai que quand on a commencé ce projet Styx, on était justement avec un mot métavers. Et donc il y a un mot qui a un certain poids, c'est-à-dire plusieurs acteurs essayent de le définir, essayent de s'approprier justement de ce mot-là. Et donc nous, on a commencé déjà avec cette idée de mieux comprendre ce qu'on veut dire quand on parle de métavers. Alors il y a plusieurs essais de définition. Ce que nous, on ne voulait pas, c'est ajouter une énième définition parce qu'elle va circuler avec d'autres. C'est qui ne rendra pas facilement compréhensible en fait ce que métavers veut dire. Et donc nous on a monté un peu au niveau macro, et donc on a pris justement, on a créé une base de données avec à peu près 23 000 documents numériques qui parlent justement de métavers. On est parti justement en fait c'est assez classique dans la sociologie de l'innovation, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un nouveau dispositif, il y a un nouveau objet qui essaye justement de rentrer dans le marché, il y a justement plusieurs récits qui sont construits autour de cet objet-là. Alors d'un côté, pour faire émerger des porte-paroles, donc des personnes qui vont expliquer ce qui est cette nouvelle technologie, ces nouveaux dispositifs, et de l'autre côté, parce qu'il y a un intérêt économique, et donc il y a un intérêt économique de créer justement un univers de récits autour d'un nouveau dispositif technique pour justement intéresser des financeurs. Et là, avec le métavers, je pense qu'on a un cas assez intéressant parce qu'il y a cette idée du futur d'Internet qui a été bien développée, qui va dans ces deux sens-là, c'est-à-dire dans un sens plus social où on essaye d'intéresser des nouveaux acteurs pour être porte-parole de cette nouvelle technologie dispositif,
ou de l'autre côté intéresser aussi des financeurs. Alors là, ce qui nous a intéressé, donc, c'est de voir comment ces différents récits et discours autour du métavers, ils structurent justement ou non une nouvelle filière pour les industries culturelles. Donc, comme je vous ai dit, on a créé cette base de données. On est allé sur Twitter, donc on a récolté à peu près 15 000 tweets. On est allé sur les différents articles de presse, de télévision, de radio. On a aussi des vidéos YouTube, des podcasts, de rapports institutionnels qui ont été faits. Donc, dans cet essai justement de définir ce qu'est le métavers, on a travaillé donc ce qu'on appelle une espèce de cartographie des définitions, dans l'idée de répondre un peu quel métavers en fait se fabrique dans l'espace public français. Bon, je vous épargnerai de toute la partie méthodologique parce qu'on n'a pas assez du temps, mais donc c'est qu'on a fait un traitement automatique à partir de ces différentes définitions. Et là, on est sorti justement une cartographie qui regroupe les 4 manières comme le métavers, en tout cas, il est présenté, il est discuté dans l'espace public français. Donc, il y a le numéro 1, c'est justement cette espèce de chimère où différents briques technologiques sont évoquées pour expliquer le métavers. Alors là, on est vraiment dans cet effort d'expliquer le métavers par la transposition, c'est-à-dire parce qu'on veut transposer des réalités physiques vers de réalités virtuelles, on a besoin justement de différentes bases technologiques pour construire justement cette idée d'immersion et de transposition vers des espaces virtuels. Et donc de cette première de la cartographie, il vient justement dire que le métavers, finalement, il n'a pas une seule base technologique, mais qu'il est peut-être d'ailleurs pas une technologie en soi, mais justement la combinaison de plusieurs bases technologiques qui peuvent plus ou moins, dans différents niveaux, s'articuler. Ensuite, il y a aussi l'idée du métavers comme actualité industrielle. Et là, justement, les entreprises, les géants du numérique ont utilisé le mot métavers pour parler de leur actualité industrielle, dans la fabrication, par exemple, de casques, dans le lancement de nouveaux softwares. Et là, le refus, justement, d'utiliser le mot métavers, comme on a vu, par exemple, avec Apple, qui a décidé de ne pas utiliser ce mot. Donc, le métavers, il peut aussi recouvrir l'actualité des industries du numérique. Et donc là, le mot il est utilisé uniquement pour parler d'une actualité industrielle qui n'a rien à voir avec, par exemple, les expérimentations qu'on a vues aujourd'hui. Ensuite, il y a une base très forte qui est le point 3, justement, qui est le métavers comme étant un monde virtuel de jeux vidéo. Et là, ce n'est pas anodin parce que, justement, cette industrie du jeu vidéo, c'est une industrie qui a établi et qui donc a déjà des compétences, des groupes professionnels, il y a des modèles économiques, il y a un public, etc. Donc là, on a une industrie qui est très présente, qui est très établie et qui donc se rapproche de cette idée de métavers par les mondes virtuels. Mais à savoir, c'est une manière de parler de métavers, cette idée de monde virtuel. Et 2, en fait, dans les enjeux de définition du métavers, il y a, puisqu'on parle de quelque chose qui est en expérimentation, qui est en cours, etc., on a besoin de donner un exemple concret. Et à ces moments-là, souvent, on va parler d'une plateforme de jeux vidéo, d'un monde virtuel de jeux vidéo, pour rendre concret de quoi on parle, en fait. Et donc le jeu vidéo, il est là aussi comme une espèce de manière de rendre concret une discussion qui est peut-être encore en train de se faire et qui donc, le métavers, il s'approche du jeu vidéo aussi par ces questions-là. Alors, ce qui nous a arrangé beaucoup, c'est que le 4e nœud, justement, c'est les industries culturelles. Et là, c'est que nous intéresse pour ce projet ISTIX, et c'est notre point de départ, c'est le fait que le métavers est un terrain d'expérimentation. Et donc est un terrain d'expérimentation pour les industries culturelles qui vont justement utiliser ce mot pour faire avancer différents types de projets, différents types d'expérimentations artistiques et techniques. Et donc c'est que finalement je commençais la présentation en disant que je ne mettrais pas une définition du métavers, mais en tout cas nous, pour ISTIX, le métavers est entendu comme un terrain d'expérimentation. Et là on a vu, je pense aujourd'hui, ce matin, différents exemples
qui montre justement ces différentes expérimentations qui sont en cours. Donc on est parti de cette cartographie pour commencer une enquête de terrain. On rencontre justement de professionnels du secteur, de différents secteurs, qui ça peut être de la partie décentralisée, comme de la question justement plus immersive par l'aspect sensoriel du casque. Donc on essaye de rencontrer les professionnels. D'ailleurs, on a rencontré Goël à la SAT, on a discuté aussi avec Maud sur Vroom. Et donc, l'idée, c'est de rencontrer ces professionnels-là pour voir comment un secteur s'y structure et voir justement qu'à ces moments, on est dans cette phase d'expérimentation qui implique qualifier cet objet qu'on essaye justement de porter, de construire, etc. Pour vous donner un exemple, puisque je parle beaucoup, on a utilisé souvent aujourd'hui le mot immersif, mais je suis sûr qu'on met derrière ces mots immersifs différentes choses. Et donc chacun justement l'utilise de sa façon. Donc dire justement à un public, vous allez dans un musée pour voir un contenu immersif, en fait le public à un moment donné il peut se sentir perdu parce qu'il ne sait pas exactement à quoi s'attendre. Et donc on est justement dans cette phase de qualification où on qualifie justement ces différentes expérimentations. Et donc du point de vue des STIX, on veut comprendre comment les professionnels créent ces contenus-là, comment ils vont articuler base technologique, langage artistique, qu'est-ce qu'ils créent comme objet concrètement et comment ils nomment en fait cet objet-là. Pour l'instant, on dit dans notre projet justement l'objet qu'on ne peut pas nommer parce que pour l'instant, on le nomme de manière différente, on le nomme de manière pareille pour dire des choses complètement différentes. Et deux, s'intéresser aussi à des modèles économiques qui vont s'y structurer, comme par exemple un rapprochement avec le musée, ça veut dire un rapprochement par exemple avec un modèle de billetterie, avec un modèle de parcours, etc. Et donc on essaye de voir quels sont les modèles économiques aujourd'hui en cours, parce que de la même manière qu'on met différentes choses derrière l'idée de immersif, on met aussi différentes représentations du public, qu'on en évoque un public. Et donc là, voir justement comment faire pour rencontrer ces publics. Et je pense que surtout, qu'est-ce qu'on fait quand on ne rencontre pas un public? C'est-à-dire qu'on en a un œuvre immersif qui ne rencontre pas un public, comment on fait justement pour rentabiliser les investissements qui ont été faits, faire circuler une expérience immersive. Voilà. Donc peut-être c'était un peu dispersé, mais en tout cas pour nous, on essaye de comprendre le métavers comme ce terrain d'expérimentation. On ne veut pas du tout le définir pour ne pas le cadrer justement. Je pense que l'objectif c'est de le laisser libre pour voir les expérimentations qui sont en cours. Et donc en s'intéressant justement sur cet aspect socio-économique. Désolé, j'ai parlé beaucoup. Non, très bien. Merci, vous avez à peu près parlé le même temps tous les deux. Et de toute façon, on est très contraints par le temps, mais peut-être justement, est-ce qu'en termes par rapport à l'enjeu de la réunion aujourd'hui et de ce métavers des musées, est-ce que vous auriez des remarques, des réflexions qui pourraient amorcer, parce que les échanges vont se poursuivre, ces deux projets débutent. Le métavers est aussi dans une phase en tout cas de développement, même si la phase de réflexion a déjà été entamée auparavant. Mais quels seraient selon vous quelques points d'amorce de futures réflexions et échanges entre ce métavers des musées et vos démarches respectives, dont on comprend les liens après ce que vous venez de nous présenter? Peut-être Yann, je ne sais pas si vous... Oui, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Je crois qu'effectivement, on voit, j'aime bien ce qui a été dit, c'est-à-dire on veut pas donner une définition, on veut pas figer le débat aujourd'hui parce qu'on sent qu'on est dans une phase d'avancée très rapide de ce qu'on met derrière le métaverse. Peut-être que dans quelques temps, on utilisera ce mot pour des choses très différentes de ce qu'on utilise aujourd'hui. Moi, je l'utilise pour indiquer qu'effectivement, ce sont des expériences qui sont la plupart du temps amenées à être plutôt immersives, c'est-à-dire avec des contenus qui sont des contenus qui ont été créés, et d'autre part qui sont plutôt interactives, voire interactives au sens social. C'est-à-dire que c'est pour faire des rencontres et avoir des nouvelles pratiques. Je crois que ce qui est important dans le métaverse, ça a été un petit peu pointé aujourd'hui aussi dans les différentes interventions, c'est que il peut y avoir deux approches. Une approche qui est, on veut essayer de répliquer ce qui existe pour donner au plus grand nombre, par exemple faire des collections d'œuvres d'art qu'on va pouvoir diffuser le plus largement possible, ou alors donner à voir des choses qui ne peuvent plus être vues. On a parlé de la grotte de Lascaux par exemple. On sait que la grotte de Lascaux c'est une difficulté
pour la voir telle qu'elle existe. Donc donner à voir ce qui est difficile à voir parce que ce n'est pas mobilisable ou parce qu'on peut à un moment donné rassembler des informations. Je pense que c'est une approche qui est intéressante. Mais un autre volet du métaverse qui est vraiment important, c'est qu'est-ce que le métaverse va nous offrir qui nous va permettre d'aller au-delà de ce qu'on peut faire avec la réalité. Autrement dit, est-ce que le métaverse est fait pour répliquer ce qu'on connaît et donner à voir différemment les pièces dans les musées ? Il y a des auteurs qui disent que l'œuvre d'art est unique, elle ne peut être que perçue au moment où on a l'expérience de l'œuvre d'art, qu'on ne peut pas la recopier. Donc la question de comment on peut transcender le réel avec le métaverse est aussi une question qui est tout à fait importante. D'ailleurs, la question du concert qu'on veut faire dans le métaverse, on essaie de le penser non pas comme étant une réplique du concert de musique, mais comme étant une expérience immersive qui va permettre de proposer autre chose que ce qu'on verrait si on était face aux musiciens qui seront invités ce jour-là. Peut-être un dernier mot. Ouais, je pense que ça ira dans ce sens-là, mais les professionnels qu'on rencontre, on a pour l'instant rencontré une trentaine, donc ce n'est pas encore suffisant, mais ce qu'on remarque, c'est qu'ils sont en train justement d'inventer une nouvelle grammaire et qui, en fait, dans l'histoire des différents médias et dispositifs techniques, on a toujours cette préoccupation qu'un nouveau dispositif va remplacer d'autres. Et ce qu'on voit, c'est justement des coexistences. Donc je pense que pour le cas du métavers, ce qu'on va voir émerger justement, c'est une nouvelle filière des industries culturelles qui va inventer une nouvelle grammaire, qui va demander justement de nouveaux groupes professionnels, de nouvelles manières justement de faire, de produire du contenu. Et donc je pense que c'est un peu la question de tout à l'heure, c'est-à-dire on va un peu aller dans la direction du jeu vidéo, de la réalité virtuelle, des choses, on va prendre des choses différentes pour essayer de composer justement une nouvelle langage, une nouvelle manière justement de produire du contenu et de dialoguer avec une part, comme disait Maud tout à l'heure, c'est vraiment toucher d'autres publics avec une grammaire, une nouvelle expression en fait, technique et artistique. Merci beaucoup. Bon, en tant que professionnel des musées, j'aurais voulu évoquer d'autres aspects sur les questions d'archives, de mémoire aussi, parce que c'est des données, des expériences qui ont une temporalité très courte. Et en tant qu'institution, nous, on a la responsabilité de s'inscrire dans le temps long et avec même parfois une forme de patrimonialisation des données qui sont produites. Mais voilà, ça sera l'occasion d'autres échanges plus tard, parce que je crois qu'on n'a pas le temps. Donc je te